ce fameux jardin des thérapies et destination nature avec Julien Valacou. Alors vous êtes bien dans votre élément, vous êtes en face avec ce qui se passe autour de vous dans le jardin des thérapies, ou est-ce que vous avez une approche un peu spécifique? Est-ce que vous êtes, quel est le profil des gens qui sont là d'abord, à votre avis? Je parle des gens qui sont exposants. D'accord. Ils proposent quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils prétendent apporter? Alors, déjà, comme il y a deux Oui, salons qui se voilà, rejoignent, il y a un coin où l'alimentaire, voilà, la c'est pour ça que diététique, oui. euh, Les uns soignent le le corps et sport, l'autre l'aspect du cognent corps. l'esprit. Enfin, l'un fonctionne avec l'autre, Oui. forcément. Enfin, on passe par n'importe quelle porte. Et à l'intérieur du jardin des thérapies, vous faites partie de ce deuxième groupe, plus ou moins. Ouais, des jardins Bien que vous vous littéraires. intéressiez peut-être au corps aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On s'intéresse à toute la globalité de l'être. Donc, D'autant plus de que votre ami l'ADN, fait des massages, enfin je sais pas. du massage sonore. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, Moi aussi, en quelque sorte, c'est une forme de massage sonore, mais plus par l'imposition des mains, par le chant des mantras. ça c'est ce que vous faites. Ah oui. Vous Par êtes la dans musique le aussi. chant des mantras, la musique. Voilà. La flûte, le tambour, le chant chamanique, le chant diphonique, le chant Oui. mongol et l'imposition des mains dans toutes les structures de l'être, autant dans l'aura simplement, comme posé sur le corps. Comme un magnétiseur ferait par exemple. Vous captez vous sentez les auras ou vous intervenez dans les Ça auras? m'arrive de les voir quand c'est nécessaire. Oui. C'est pas quelque chose que je contrôle. Non. Je peux pas dire je vais voir votre Non. aura. Ça s'offre à vous. Ça Oui. s'offre à moi quand il y a par exemple un dérèglement dans un endroit, je vois Oui. la faille par exemple, Et on va intervenir par le biais des mantras ou des sons. des sons et par l'énergie en général qui peut être véhiculée à travers les mains, à travers les yeux, Les yeux, voilà, à travers la voix, la présence. la présence, simplement la présence effectivement. C'est une énergie soit qui est véhiculée à travers moi vers la personne, soit une énergie qui est véhiculée vers la personne directement. D'ailleurs. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Quand elle est véhiculée à travers moi, c'est une énergie d'ailleurs aussi, qui vient de la Oui, Terre, mais elle, de l'univers en général. enfin, on sait d'où elle vient quand elle Des passe par vous. guides, des Oui. êtres qui sont là pour aider aussi. Vous n'avez pas de support. Vous avez une collègue, par exemple, qui travaille avec les crânes de cristal, par exemple. Voilà. Non, j'ai pas spécifiquement de support, mais j'aime les pierres aussi pour mon développement Ah, personnel. les pierres, oui. Ça m'arrive de poser des pierres sur le corps aussi, comme je pourrais poser un bol tibétain Oui. par exemple. Ah oui, d'accord. Mais on peut travailler avec des outils comme on peut travailler sans rien, simplement juste en étant là. Est-ce qu'on peut dire que vous ne parlez pas vraiment? Je veux dire, vous n'exprimez pas un message en particulier. Vous intervenez par des sons, mais est-ce que vous intervenez par le langage? Ça arrive bien sûr Non, c'est-à-dire en dehors du mantra qui n'est pas vraiment non plus un langage. Non. Vous dites à la personne des choses Bien sûr. que... Je perçois qui me sont Ah oui. donnés de lui dire, Voilà. par exemple aussi. Oui. Comme je peux recevoir des messages qui ne sont pas donnés de lui dire non plus. Oui. Mais on peut aborder de la psychologie, la philosophie jusqu'à la spiritualité Ah oui. à travers le langage bien sûr si c'est nécessaire. Ah d'accord, donc vous arrivez à passer par le langage, mais c'est peut-être pas le plus important. Parfois le mot est important, parfois comprendre un blocage, pouvoir visualiser un blocage, pouvoir prendre conscience d'un blocage c'est important, mais dans l'absolu, comprendre Est-ce c'est pas la clé de tout. est-ce que les personnes, elles parlent aussi, elles? Les personnes parlent, bien sûr, Oui. peuvent parler. Pas forcément pendant le soin, ou alors je les invite à un moment donné, s'il y a besoin de formuler quelque chose, je les invite à formuler ce qu'elles ont besoin de formuler. Oui. Mais sinon, ça se passe un peu avant et puis après, dans le ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, Ah oui. il y a une discussion qui se met Ah en oui, place. après, oui, Voilà. d'accord. Mais c'est pas une obligation, ça peut être très silencieux. Et ces mantras, c'est une intervention pendant la consultation, ou est-ce que ça doit se poursuivre ensuite par une pratique? Alors forcément, tout ce qui est travail avec le son, même juste l'énergie, c'est un travail qui se perpétue dans le temps. Donc les personnes pas qui... forcément à travers moi. Oui. Ce qui a été commencé continue dans le temps. Vous dire qu'elles vont devoir retravailler? Non, c'est que ça se travaille. Ah oui, c'est-à-dire que les effets vont continuer à se Voilà. produire, Voilà, même quand elles ne seront plus avec vous. exactement. Ça sera toujours actif Bien sûr. et ça continuera à fonctionner en elles. Voilà, ça va travailler très fort pendant une semaine à 15 jours Ah oui. avec des émotions qui vont ressortir, Ah oui. des rêves. Tout ça en sortant de chez vous, Voilà, c'est ça. de vos mains. C'est ça. Ah d'accord, c'est intéressant cette idée de quelque chose comme ça qui continue à agir. De même que par exemple quand un homme, disons,
mais sa semence dans une femme, ça continue à agir Exactement. pendant des mois. Exactement. Et, moi, c'est ce que je disais, on peut agir intensément, ponctuellement, mais ça peut avoir des effets à longue durée, de longue durée. Même à travers une discussion, vous pouvez me dire un mot, je vais peut-être pas faire attention sur le coup, et puis hop, il va me réapparaître à un moment donné. Oui. Sera opportun pour moi d'entendre ce mot de façon très claire. Donc ça, vous l'avez observé alors? Bien sûr, Vous avez observé que ça avait ses effets sur les personnes? Je l'ai observé déjà la plupart du temps parce que j'ai commencé avant de faire les traitements sur l'autre, de faire la position sur moi-même. Oui. Enfin, oui, l'auto-guérison, d'accord. Oui. Donc à travers ce processus d'auto-guérison, j'ai fait l'expérience de la ça durabilité ou de l'écho qu'avait un soin la résonance. sur moi, Alors, et après, quand même, vous avez eu quand même des possibilités de le voir chez d'autres personnes. Bien sûr, oui. Elles vous en parlent, ou vous les suivez, vous les revoyez, enfin je sais pas. Elles sentent les bienfaits ou l'amélioration après telle ou une période de remous, par exemple, des émotions qui doivent sortir, à travers des choses qui se dénouent à travers elles, donc qui sortent. On est dans la recherche du bien-être, alors. C'est ça, voilà. Dans la recherche de se retrouver soi-même, de se recentrer à travers soi, de se rencontrer soi-même. Et alors les personnes ont le sentiment à un moment donné d'avoir renoué avec elles-mêmes. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'auparavant, elles avaient le sentiment que ça n'était pas le cas. Alors, apparemment, elles avaient l'impression d'échouer sur pas mal de choses. Ah oui, parce que l'échec est lié à la question de ce centrage. On a l'impression d'échec quand on est déjà pas trop centré à l'intérieur de soi. Ah d'accord. Et qu'on regarde trop les choses de l'extérieur de son corps. Ah oui. On a un jugement sur ce qu'on est en train de faire. Peut-être après, même si on a quelque chose qu'on vit et qui ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré, on ne va pas le vivre comme un échec mais comme une expérience parce que d'un seul coup on le vit dans l'intériorité aussi, dans le cœur, placé à l'intérieur de soi. Et on n'a pas ce regard qui juge constamment qu'on aurait dû faire ça, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Oui, alors pour comprendre ce que vous dites, il faut déjà être quelqu'un qui justement a souffert de ce problème, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ne pas être en phase avec soi-même. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être en phase et qui ne le sont pas. Oui, alors justement, donc c'est pas facile, oui c'est ça, c'est pas facile de savoir dans quelle situation on est soi-même et si on est vraiment voilà, il y a quand même des symptômes, probablement des signes qu'on n'est pas qu'on est. Bien sûr, mais même ces signes pour certaines personnes peuvent paraître une normalité parce qu'ils ont entendu comme ça, qu'ils ont l'impression. Donc c'est assez compliqué de diagnostiquer, mais malgré tout il y a un mal-être quelque part qui amène les gens à vouloir aller. C'est le symptôme, le mal-être. Un mal-être ou un désir ou un échec d'équilibre, de plus d'équilibre, de ressentir plus subtilement la vie. Oui. Vous voyez, parce qu'on peut sentir la vie, on peut sentir le chaud, le froid, mais on pourrait sentir aussi des tas d'autres sensations à travers son corps. Vous êtes un peu un énergéticien, non? Enfin, c'est pas ça. C'est un travail énergétique, bien sûr. Oui. Tout se recroise à un moment donné. Oui. Tout se recroise. C'est sûr qu'on travaille aussi en tant que passeur d'âme avec tous les éléments du monde abstrait, dans la nature, les élémentaires, qui sont dans les arbres ou dans les fleurs. Oui. Et puis aussi les âmes des êtres qui sont des ancêtres, des êtres qui sont autour de nous, qui sont des guides, qui sont des êtres de lumière. Voilà. Donc c'est assez complexe à ce niveau-là, c'est assez riche comme monde. Oui. Hier, il y avait une dame qui me disait qu'elle voyait des elfes, je vois pas, des entités comme ça, voilà. Oui. Oui. On peut voir des elfes, des nains. Oui. Et que même dans ces salons-là, par exemple, elle voyait des tas de choses, plus ou moins d'ailleurs positives. Bien sûr. Parce qu'elle disait qu'il y avait des gens qui étaient un peu pompés par ces êtres-là, et qui venaient là pour justement leur prendre leur énergie. Un phénomène de vampirisation. D'un point de vue philosophique, si on regarde ça avec un regard dans le cœur, tout est expérience, donc tout est juste. Alors on arrive à un paradoxe, c'est comme quand on va à l'hôpital, parfois on est encore plus malade en sortant de l'hôpital. Et là, en venant dans des endroits comme ça, où on espère aller mieux, on peut aller encore moins bien si on a été pris par un vampire ou je sais pas quoi. C'est à double tranchant. On peut faire cette expérience, mais si on l'a fait, c'est qu'on doit la faire. Ah oui, donc se met dans la gueule du loup là.
on s'immerge dans un monde qui nous échappe un petit peu, pour le pire comme pour le meilleur. Parfois, quand on résiste à une compréhension, c'est comme si la vie devait frapper plus fort pour qu'on accepte à un moment donné qu'il y a Oui. quelque chose. Donc vient parfois il aussi faut que de les choses, nous. faut que ça aille encore moins bien, pour après Parfois. qu'on rebondisse. Hélas, parfois. C'est comme pour la bourse, il y a un sursaut comme ça, une remontée technique, on descend tout en bas et puis on remonte. Donc effectivement, Faut parfois, atteindre un endroit où on va rebondir, oui. effectivement. D'ailleurs, certaines personnes disent qu'en prononçant certains mantras, moi j'ai une sœur qui prononce des mantras de type japonais, vous savez, Namyo, Rengekyo, mais ça fait très très longtemps qu'elle fait ça. Elle disait que parfois, au début, c'était encore pire, parfois. Enfin, qu'il y avait des choses qui s'aggravaient dans un premier temps, Oui, parce que qu'il fallait... ça émerge, ça met en lumière des choses profondes. Donc on a cette sensation que ça va moins bien. Oui, Mais au contraire, on est en train de se mettre en face de Oui. quelque chose, oui, d'une illusion, d'une croyance qui est à l'intérieur de nous, qui est bien ancrée et qui vampirise par elle-même pour exister Ah oui. constamment. Elle a besoin qu'on vive certaines choses constamment pour se nourrir. Vous voyez? Donc, à l'espace d'un moment, c'est une souffrance de se mettre en face de ça, de se dire je porte ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça, de se rendre compte de la lutte qu'il y a à l'intérieur de soi par rapport à ce nu. Est-ce que vous travaillez avec des groupes ou uniquement avec des personnes isolément? Ça m'arrive de temps en temps de travailler avec des couples, mais c'est rare. Ça vous intéresse pas spécialement? Si, pourquoi pas, bien sûr, oui. Comme je peux travailler sur Vous-même, vous avez été marqué par des voyages, par des... J'ai pas encore excessivement voyagé dans le monde physique. J'ai beaucoup voyagé à travers la méditation et le voyage astral. Oui. Et là, justement, cette année, c'est l'année du voyage. Je sens que l'appel qui arrive et que je me mets à voyager là. Voyager partir en Inde. Voilà, un vrai voyage, c'est ça, oui. Je vais partir en Inde. Et vous-même, vous êtes compositeur, comment dire? Non, enfin, vous n'êtes pas... Je suis musicien là. Vous êtes musicien? J'ai composé pas mal de chansons et de paroles et de musique. Ah oui, ah oui. Et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à accepter peut-être plus grandement et en faire mon métier de mes acuités, j'ai plus fait de la musique improvisée, de la musique spontanée, de la musique du moment Oui, présent. ah oui, oui. Voilà. Avec quel instrument? Avec le tambour, la flûte, la guimbarde et le chant. Vous n'en avez pas fait ici, dans ce salon? J'en ai fait un peu, ouais. Ah oui, d'accord. Oui, il n'y a pas un truc qui est prévu en fin de journée aujourd'hui? Je sais pas. Je crois que c'est marqué dans le programme. On a joué un peu sur notre stand et puis on Ah a oui. fait un bain de son aussi. Dans un des jardins. Là. Un bain de son, oui. Ouais. Moi-même, je suis également compositeur et je travaille beaucoup sur le son aussi, mais pas dans un sens thérapeutique, a priori en tout cas. Ouais. Il y a une dame, là, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Catherine May Atlani. Elle est compositeur, elle fait la chorégraphie, elle demande aux danseurs de chanter, mais pas de chanter. Alors, la grande idée actuellement, c'est qu'il faut passer au niveau des voyelles. Voilà. On abandonne les consonnes, parce que la différence entre la langue parlée, c'est une langue consonantique, et en fin de compte, il y a une autre langue qui est uniquement sur les consonnes, sur les voyelles. Sur les voyelles. Voilà. Et oui, il y a toute une émergence, le yoga des voyelles. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet à la fois d'accéder à la parole, mais sans passer vraiment par le langage, les voyelles. Parce que les voyelles ne sont pas censées signifier quelque chose de précis. Alors que dès qu'on emploie un mot, tout de suite, c'est dans quelle langue, etc. C'est un autre langage, quoi. Un langage aussi de l'indicible. Un langage plus primordial, probablement, plus initial. Plus dans l'indicible. Oui. Et le sifflement, vous ne connaissez pas le sifflement? Siffler? Oui. Vous utilisez, vous travaillez le sifflement? Vous le combinez? De façon instinctive, oui. Je le combine avec comme des petits chants d'oiseaux et puis aussi siffler à travers le tambour, avec le tambour. Ah oui. Ouais. Parce que finalement, quand les gens sont en réunion, justement, au lieu de rester, soit ils vont bavarder, soit ils vont rester silencieux, alors qu'il y a un état intermédiaire où on fait du son qui n'est ni le silence, ni le bavardage. Bien sûr. C'est ça qui est pas mal non plus. Alors, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous quand on vient vous voir, Julien? Est-ce que, bon, je vais vous poser une question complètement un peu bateau, mais
Est-ce que les gens vous posent des questions sur leur avenir ou c'est pas du tout ça leur truc Ça peut arriver. Tu peux ressentir des informations là-dessus. Mais ça, c'est pas, ma... c'est pas pour ça que les gens viennent vous voir. Non, non. Les gens viennent me voir parce qu'ils se sentent plombés, vampirisés. Oui. Parce que simplement ils ont besoin d'avancer spirituellement. Oui. Ils se sentent enfermés dans une situation. Ou tout simplement qu'ils ont besoin de reconnecter avec leur propre lumière. Donc ils demandent qu'on les aide à trouver plus d'énergie, plus de force pour plus savoir où. À se purifier. C'est ça. Il ne s'agit pas d'attendre l'avenir comme l'avenir, mais il s'agit de préparer son avenir, de le purifier cet avenir, de le déminer. J'estime que quand on est bien centré en soi, quand on est positionné dans son cœur et quand on a un regard positif sur soi-même, bien souvent les choses se débloquent par elles-mêmes autour de soi. Oui. On irradie quelque chose qui fait que oui. La résonance dans la vie, ce qui revient en écho vers nous, est beaucoup plus positif. Cela dit, Monsieur Valacou, cela dit, est-ce que vous avez une approche cyclique des choses? Parce qu'au niveau, vous savez que les énergies, elles ne sont jamais totalement stables. Il y a des phases. Ce que vous êtes en train de me dire, ça correspond à un état idéal, mais il y a d'autres moments où ça décline, où l'énergie est moins forte. Et là, il se passe autre chose. Bien sûr, il y a beaucoup de cycles. Vous les connaissez, ces cycles? Je ne les connais pas tous, mais bien sûr, il y a des cycles autant terrestres, des saisons par exemple, que simplement on peut partir de là. Et puis jusqu'au cycle des karmas, et puis le cycle de l'univers, des mouvements galactiques et des mouvements cosmiques. Mais vous en acceptez le principe, mais vous ne les connaissez pas forcément de façon concrète. Je ne pourrais pas toutes les décrire, je les sens. Ah oui? Je vis avec. Mais c'est difficile de s'y retrouver. Vous en avez beaucoup ou alors il y en a un qui est particulièrement intéressant et qui est de quelle périodicité par exemple? Quel est celui que vous préférez ou que vous sentez le mieux? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas comment justement. Non, parce que moi je travaille sur les cycles, c'est pour ça que je vous dis. Dans l'indicible. Mais les astrologues, parce que moi je fais partie de la caste des astrologues, ils sont censés trouver justement des équations mathématiques pour déterminer les cycles. C'est pas quelque chose de vague chez eux, c'est quelque chose de. Il y a un truc cosmique, il y a un signal cosmique et qui. Bon, cela dit, il y en a beaucoup qui sont complètement. Et en mouvement perpétuel. Oui, mais justement, ce mouvement est cyclique. Donc son équation à lui peut changer aussi. Alors son équation à lui. Son cycle à lui peut changer. Non, mais c'est le cycle qui change. C'est le cycle va donner des états successifs de conscience. Mais on peut garder le même cycle. De même, par exemple, le jour et la nuit, ça existe, mais bon, ça revient. Bien sûr. Alors, et qu'est-ce que vous pensez? Alors, dernière question peut-être, je ne voudrais pas vous mobiliser excessivement. Qu'est-ce que vous pensez des hommes et des femmes? Est-ce que ce sont des énergies différentes? Voilà ma question. Alors, effectivement, quand je regarde un homme et une femme, je vois le tronc commun, c'est-à-dire pas forcément au départ les différences chimiques, biologiques, hormonales qui sont là, et qui sont de mon point de vue un pourcentage plus faible que la résonance commune qu'il y a dans la chair. Et dans un principe énergétique, nous sommes tous les deux, les hommes et les femmes, parcourus par le masculin sacré et le féminin sacré. Les deux, voilà. Les deux pour chacun? Les deux pour chacun. Ah d'accord. Donc je vois un tronc commun avec des différences qui mettent en lumière justement, qu'on peut retrouver dans chacun de nous, entre deux hommes, entre deux femmes aussi. Tout à l'heure par exemple, on a pris le cas, comme vous disiez, vous savez, une action qui a des effets qui se poursuivent. Voilà. Et on disait que c'est souvent l'homme qui enclenche l'action quelque part, le processus, et souvent la femme qui doit le poursuivre. Donc c'est pas tout à fait la même dynamique, si vous voulez, quelque part. Et donc par conséquent, sur un plan il se passe ça. Oui. Comme sur un plan, l'homme offre et la femme accueille, par exemple. Oui. La semence. Oui. La femme accueille la semence. Oui. Et sur d'autres plans, ceci n'existe pas. Il n'y a plus de ces nuances-là qui sont proprement physiques et dans une énergie physique. Oui.
éthériques, émotionnelles, mentales. Sur d'autres plans, dans l'astral, déjà, on les voit moins. Et puis d'un seul coup, il y a aussi une dimension où nous sommes des êtres parcourus par les mêmes énergies, des âmes qui ne sont pas sexuelles. Oui. Alors ça, quand vous dites cela... Sexuées dans le genre. Oui, Voilà. mais je veux dire, quand vous dites dans l'astral, alors soit vous y êtes allé voir, je ne sais pas, soit on vous en a parlé. On se demande, parce que vous savez, quand on a une conversation comme ça et qu'on dit dans l'astral, on se dit mais d'où il sort ça, où est-ce qu'il est allé voir ça? D'expérience. L'expérience, c'est-à-dire que vous avez observé, mais pour observer, il a fallu que vous alliez visiter certains niveaux. J'étais happé par dans ce monde-là. Oui, voilà. Donc vous savez un peu ce qui s'y passe. C'est tellement riche que je ne pourrais pas prétendre tout ce qui non, se mais passe, enfin, vous êtes un peu au courant. m'a été offert de voir certaines choses. Ah oui. De comprendre et de vivre. Et donc vous confirmez, enfin vous affirmez que dans l'astral, le féminin et le masculin ne sont pas reconnus comme tels. Il y a une dimension dans l'astral, effectivement, où on pourra dire le haut astral. Oui. Ah. Voilà, il y a plusieurs dimensions dans l'astral. Oui, c'est intéressant ça. De mon point de vue, et après dans les dimensions célestes, au-delà de l'astral, hein, bien sûr, à partir de l'astral, on passe dans des dimensions à plus haute vibration. De mon expérience, je ne prétends pas tout savoir. Non, mais vous êtes un explorateur. Dans cette dimension-là, on est parcouru par les mêmes énergies qui nous animent. Et après, ça n'empêche pas qu'il y ait des différences. Mais on est parcouru par ces mêmes énergies, donc on est des âmes communes. Non, parce qu'il y aurait une théorie qui voudrait que l'homme serait on pourrait dire une chose un peu schématiquement, que les femmes ne capteraient certaines énergies qu'à travers l'homme, en quelque sorte. Vice versa. Oui, enfin je veux dire que c'est pas forcément des énergies. Bon, par exemple, il y a le médium, c'est justement, c'est l'idée justement qu'il y a des choses qui ne nous viennent pas directement, qui passent. Et donc quelque part, on se demande si les femmes, moi je suis un peu dans cette ligne-là, si les femmes ne vivraient pas au rythme des hommes parce que justement elles vivraient plus au rythme des hommes qu'à leur propre rythme à la limite. C'est-à-dire qu'elles seraient embarquées dans un processus dont elles n'auraient pas réellement les clés et sur lequel elles s'aligneraient en quelque sorte. Discuter avec vous, ça devient un peu compliqué parce que vous êtes censé avoir des connaissances. Et alors vous allez dire, moi j'ai pas remarqué ça, j'ai pas quoi. C'est vrai que c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui parle de choses que lui connaît et l'autre ne connaît pas. Mais je suis un peu sceptique sur ce que vous me dites, effectivement. Je pense que s'il y a des choses qu'on peut observer dans cette dimension, elles doivent exister aussi sur une autre dimension. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste. Elles existent, mais à un moment donné, elles ne sont plus primordiales. Oui. Bon. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde, monsieur Malakou. De matière. Non. Il y a des idéologies, il y a des discours qui sont dominants et qui sont forts quelque part et qui nient souvent les différences. Et alors il y aurait, moi je dis pas ça comme ça, mais je dis parfois on est marqué par l'idéologie dominante, le climat dominant, le Zeitgeist comme on dit en allemand, et donc on voit ce qu'on voit, on voit ce qu'on veut voir. Et dans un autre monde où il y aurait une division très marquée, on verrait peut-être les choses autrement. Dans un monde où on tend à vouloir effacer ces divisions, ces distinctions. À moins que l'astral lui-même évolue. Enfin, bon. Tout évolue constamment, mais c'est pas évident de parler de ça. Non, c'est pour ça que je vous dis, moi j'en parle, je crois qu'il faut en parler avec précaution, avec prudence. Parce que cette dualité, alors, parce que, je sais pas, il y a plusieurs vérités dans ce domaine-là. Est-ce que ce sont des vraies dualités? Est-ce que ce sont des dualités de circonstances? Est-ce que ce sont des dualités structurelles, conjoncturelles? Enfin bon, il y a des cas où on croit que quelque chose est nécessairement duel alors que ça ne l'est pas complètement, et ça ne l'est que dans des conditions particulières, etc. Donc il
il y a des dualités qui soient un petit peu illusoires, mais en même temps, euh, même si, par exemple, comment fonctionne la symbiose, la synergie entre hommes et femmes, c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'est un système en soi ou est-ce que ce sont deux humanités qui vivent ensemble, je veux dire, et qui finalement ont vraiment une histoire quelque part très différente dans leur mode de fonctionnement, dans leurs valeurs. Voilà, bon, c'est une question qu'on se pose, même les anthropologues se posent cette question. Bien sûr. L'humanité ne serait peut-être pas d'une seule source, elle pourrait avoir, ça pourrait rassembler des humanités qui auraient évolué parfois différemment et qui se seraient mélangées. Donc, bon. Alors, pour revenir à votre pratique, vous êtes complémentaire avec Annabelle de Villedieu, par exemple. C'est pas par hasard que vous êtes ensemble, enfin que vous êtes au même stand. Oui, oui. Elle fait des choses que vous ne faites pas ou inversement. Oui, par exemple, elle fait de la voyance, de la médiumnité. Oui, c'est ça. Oui. À travers la voyance, elle est capable de voir le passé, même si je le perçois aussi pleinement, mais d'une façon à parler de l'avenir aussi, à parler de à guider la personne à travers ça, à travers les cartes, à travers... Voilà, c'est ça. Et donc vous êtes sur autre chose. Ouais, je suis plus sur l'accompagnement d'âme. Oui. Voilà. Ça, le métier de passeur d'âme aussi, c'est comme ça qu'on pourrait vous définir. Oui, passeur d'âme. Passeur d'âme. Ça aide l'être dans toutes les transitions et les états à travers l'incarnation et au-delà. Donc, puisque là nous sommes à la télévision, alors donc dites-nous comme ça pour conclure, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quelles sont les personnes qui pourraient avoir le meilleur bénéfice de votre aide en fait. Toutes les personnes qui veulent tout simplement se rencontrer et se rencontrer. Ouais, donc elle se serait perdue un petit peu ou elle se serait se rencontrer peut-être dans un état de silence intérieur. Ah oui. Voilà. Il y a des gens qui sont pas dans le silence, c'est ça? Je pense que on peut leur. Les personnes sont dans l'état méditatif. Oui, c'est vrai. Mais ça, vous pouvez pas leur. Vous pouvez leur enseigner ou parce qu'on parlait tout à l'heure de cette rapidité quand même assez relative, assez rapidité du contact, de l'entretien. Ouais. C'est pas à ce moment-là qu'elles apprennent le silence. Non, mais disons que plus elles apprennent à écouter leur état intérieur, plus le silence peut s'installer. Ah, ça c'est paradoxal, hein. Le silence intérieur. Plus on s'écoute, moins il y a de bruit en soi-même. Voilà, plus on s'écoute, moins on discute avec. Et voilà, c'est ça. Écouter, ça ne veut pas dire faire ce qu'on entend. Oui. C'est entendre simplement. Ah oui, c'est une belle formule, ça. Je suis assez d'accord avec cette idée. Oui. C'est un paradoxe, c'est que, comme on dit, on se comprend à demi-mot. C'est-à-dire que plus on se comprend soi-même, moins on a besoin de dépenser d'énergie pour communiquer. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui, pour penser, ont obligé de parler ou de se parler, et d'autres, ils laissent la pensée comme ça tout de suite, et ça dépense moins d'énergie. Donc paradoxalement, finalement, mieux on se porte, moins on dépense d'énergie. Exactement. Moins on se disperse. Oui. Et donc moins on alors, pour rebondir sur autre chose, moins on a travaillé avec d'autres personnes, moins on dépense d'énergie. Moins on a travaillé. C'est-à-dire que si on travaille avec soi-même, on dépense moins d'énergie que si on doit communiquer avec d'autres personnes et travailler en groupe. Travailler en groupe, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Il faut se faire comprendre, il faut s'expliquer, etc. Parce qu'avec vous-même, c'est le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez de cette comparaison parce que vous parlez du silence, effectivement, mais parfois, on parlait tout à l'heure de cyclicité, parfois on est amené à s'entourer, on est amené à demander des collaborateurs ou des voilà. Et à ce moment-là, ça dépense de l'énergie. Mais le silence intérieur, c'est pas le silence extérieur. C'est la différence. On peut être au milieu d'une foule et être dans l'état de silence intérieur. Oui. Et entendre le rebond qu'a le monde extérieur à l'intérieur de soi, même entendre des pensées, qui seront plus des fulgurances à ce moment-là qu'une pensée réelle. Tiens, j'ai oublié de faire ça, d'acheter ça, ou je devais faire ça, j'ai pas fait ça. Qui seront d'un seul coup une prise de conscience. L'état méditatif, ça amène à des prises de conscience. Et donc là, il y a
cette énergie, elle est renouvelable. Tandis que quand on est dans un monde peut-être intellectuel où on réfléchit, on veut à tout prix avoir une réponse pour telle ou telle chose, là on dépense une énergie. Quand on est en état méditatif, on se nourrit. Alors, en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe, on est peut-être des fois plus riche que l'instant d'avant, énergétiquement. Mais, attendez, On est ressourcé. ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous faites une différence. C'était justement la question que je me posais. Euh, L'énergie qu'on dépense dans un fonctionnement intérieur, ça peut être aussi l'énergie qu'on dépense dans un rapport avec le monde extérieur. Hein. Parce que finalement, comme on sait, le cerveau a sa complexité, la société, le groupe a sa complexité. Donc quelque part, on peut très bien aussi avoir des groupes qui dépensent beaucoup, qui gaspillent beaucoup d'énergie. On est d'accord là-dessus. Et donc par conséquent, quand vous êtes tout seul, vous avez votre complexité intérieure qui se suffit à elle-même. Et quand cette complexité intérieure n'est pas au top, on a tendance à aller vers l'extérieur en quelque sorte, c'est-à-dire à chercher des assistances, voilà. Donc, et à ce moment-là, on va dépenser de l'énergie et parfois on va se fatiguer par rapport à ça. Peut-être que c'est nécessaire, mais ça c'est ce que j'appellerais le processus cyclique. Il y a des moments où il est difficile de rester tout seul et de se suffire à soi-même. Et donc à ce moment-là, il y a la tentation, le risque d'aller vers les autres. Et à ce moment-là, comme vous dites, effectivement, de perdre le contact avec soi-même. Puisque on ne dépend plus uniquement de soi-même, on ne produit pas assez d'énergie par soi-même, et donc tout ça se brouille. Et donc astrologiquement, on peut déterminer les périodes où il y a ce risque, voyez-vous. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va annoncer qu'il va se passer ça, mais on va annoncer qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant. Et ça, je comprends ce que vous êtes en train de me dire, et en même temps j'aurais juste envie de dire qu'il y a un état où on peut ne pas se perdre. De toute façon, il y a toujours un moment dans la vie, cycliquement, où on se retrouve. Et ne pas être en perdition d'énergie. Oui. Partager avec un groupe, ne pas être en perdition d'énergie. Oui. C'est un état qui existe constamment. Oui. Et c'est idéal, bien sûr, d'arriver dans cet éveil-là, dans cette pleine présence. Pour ne pas être en réaction à ce qui se passe, mais en action. Oui. Oui, alors voilà, donc effectivement, aujourd'hui on a tendance à privilégier le collectif, la sociabilité, et considérer que l'individu qui n'attend que de lui-même, c'est pas forcément un modèle, etc. Donc il y a aussi des modèles comme ça qui s'impriment en nous et qui font qu'on voit les choses d'une certaine manière. Et parfois on renverse les valeurs. Voilà. Les valeurs qui sont les valeurs les moins intéressantes deviennent déterminantes. C'est-à-dire que ce qui est presque une situation d'échec devient une réussite, et ce qui est une situation de réussite devient perçu comme un échec. Finalement, tout ça, c'est une question de croyance, comment on va juger ce qu'on est en train de vivre. Oui. Et parfois, dans la vie, on a besoin de moments de solitude, d'introspection, puis des fois, on a besoin de communiquer, d'aller vers l'autre, d'extérioriser, de partager. Mais parfois, cette justification, parfois, il faut résister à cette tentation, parce qu'on parle de la tentation du Christ. La tentation, c'est quoi? C'est justement lorsqu'on propose quelque chose qui est tentant, qui est tentant pour toutes sortes de raisons. Alors on peut être tenté de croire que ceci, de croire que c'est mieux comme cela, qu'il vaut mieux ne plus faire ceci, etc. Bon. Et la question, c'est justement de savoir est-ce que là c'est de la tentation ou est-ce qu'au contraire c'est là le salut? On ne sait pas. Parfois, les gens, ce qui se présente comme un salut, c'est au contraire quelque chose de très négatif finalement. C'est pour ça que la résonance de ce qu'on est en train de vivre, comment on vit au-delà de l'intellect, c'est-à-dire au-delà de la pensée, comment on est en train de vivre les choses à travers notre corps, à travers nos énergies. Alors, bien sûr, ça demande une certaine connaissance de soi. C'est ça qui va aider aussi à savoir. Voilà, oui.
Alors comment oui, se diriger oui, un vous peu êtes sur un le peu chemin. optimiste, effectivement. Par exemple, on peut dire que dans le domaine alimentaire, c'est comme ça que ça se produit. Si on est vraiment à l'écoute de son propre corps, Oui, on sait quand même quand on mange bien ou quand on ne mange pas bien. c'est ça. On sent que quelque chose n'est pas bon pour soi. On peut sentir ses organes. Maintenant, sur le plan psychique, On peut c'est sentir, peut-être moins évident. on peut sentir ses idées, les idées qui sont véhiculées à Mais si vous l'intérieur voulez, de si nous. c'était Les vrai, pensées. alors regardez, par exemple, la maladie, parce que la maladie, c'est justement un signe que quelque chose ne va pas. Mhm. Bon, on reconnaît plus facilement les maladies physiques que les maladies psychiques, d'une certaine manière. Donc, les gens vont dire, ah oui, j'ai une indigestion, j'ai la colique, j'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, au niveau du mal-être, c'est pas aussi flagrant, hein. Non, parce Et que souvent, des gens qui sont complètement dans l'erreur Mhm. croient réellement et sincèrement qu'ils ont raison. Et inversement, d'ailleurs. Alors, donc là, alors quand on me dit, effectivement, je disais que vous êtes optimiste parce que c'est comme si on disait, par exemple, quand vous écoutez quelque chose, et vous pensez que vous avez compris. Mais est-ce que parce que vous pensez avoir compris, vous avez vraiment compris? Ou par exemple, vous mangez un produit, sur le moment il est bon, mais est-ce qu'il est vraiment bon pour vous? Les gens croient que parce que quelque chose est bon au goût, il va forcément être bon pour le corps. Donc, Donc ça, il croit qu'il y a un signal là. Ah oui, ça, c'est une puisque c'est croyance bon, alors. comment? C'est une croyance alors. On peut, La on peut croyance est. comprendre quelque chose à un instant. C'est pour ça que je vous parle de fulgurance. Oui, Une fulgurance, c'est forcément éphémère. oui, On peut comprendre quelque chose et le laisser s'envoler comme c'est venu oui, et voir ce que ça crée à l'intérieur de nous, oui, les autres compréhensions, comme oui, sûrement. c'est vivant, Oui, où on peut figer. Ah, j'ai compris. oui, J'ai compris, donc c'est ça que je dois faire, c'est ce Oui. schéma-là. Mm. Que je continue perpétuellement à recréer. Oui. Et dans un seul coup, je Oui. reviens dans quelque chose de mental. Je descends la vibration de ce que je viens de comprendre oui. à quelque chose que je vais restreindre Mm. dans la possibilité. Alors d'un seul coup, on change. On maintient. Oui, Alors, on était dans une ouverture, d'un seul coup, on ferme parce que j'ai compris. oui. Alors que non, cette compréhension, elle doit être aussi éphémère. Elle doit pas Non, nous mais, charger, non, mais qu'on c'est doit bien pas si la- vous êtes complètement capable de sentir Je dis pas que je le suis si tout quelque le temps, chose mais- est en accord avec vous-même, est en compatibilité avec vous-même ou Mhm. pas, c'est bien. Mais je terminerai par une petite pirouette. Je dirais que l'entretien que nous avons, c'est plus, alors ça n'engage que moi, hein, Mhm. mais c'est plus une discussion entre hommes, voyez-vous. D'accord. Je pense qu'avec une femme, ça se passe autrement. Quand une femme communique autrement qu'un homme. Elle communique de manière plus, je dirais, plus dogmatique, souvent. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. Elle répète un truc qu'elle a entendu, euh, dont elle ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants, et qu'elle veut absolument vous faire entendre. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure vous avez évoqué la question de l'émetteur et du récepteur. La thèse que nous on soutient, c'est plutôt que les femmes sont des émetteurs et les hommes des récepteurs, et pas le contraire. D'accord. Alors, bien sûr, tout émetteur a un élément récepteur, tout récepteur a un élément émetteur. Mais néanmoins, les femmes sont extraordinairement dans l'émission. Comme cette amie-là, qui est Catherine Delaunay, elle est terriblement dans l'émission. C'est-à-dire qu'elle a envie de développer quelque chose, de transmettre quelque chose, et elle n'a pas trop envie d'écouter les observations qu'on a à lui faire sur son savoir, par exemple. Et donc, elle a bien entendu reçu un savoir, mais comme vous dites, ce savoir, elle continue à le faire perdurer indéfiniment sans le remettre en question. Et ça aussi, tout à l'heure, vous disiez, effectivement, c'est comme par exemple quand une femme tombe enceinte, une fois qu'elle est tombée enceinte, ça suit son cours. Il n'y a rien à faire, à moins d'avorter. Donc, je me permettrais, de toute façon, vous n'avez pas dit le contraire, parce que vous avez dit dans l'au-delà, etc. Mais je me permettrais de vous indiquer que pour moi, il est bon d'observer cette différence et que ça peut être une bonne chose de le faire. Je veux dire, je dis ça comme ça parce que je suis plus âgé que vous, mais je veux dire que c'est pas prendre conscience que elles n'ont pas la même énergie, elles n'ont pas les mêmes motivations, elles ne fonctionnent pas exactement de la même manière, elles n'ont pas forcément même les mêmes valeurs. Ça me paraît important parce qu'autrement,
on risque, comme vous le dites, de basculer vers des valeurs qui sont celles de l'autre. Et comme on se dit, ben, l'autre c'est moi, on va épouser des valeurs de l'autre alors que ce ne sont pas nos valeurs. Et c'est ça qui est pour ça qu'il est très dangereux souvent de dire que nous sommes qu'une seule et même, un même ensemble, parce que quand on commence à dire ça, on dit, ben, puisqu'on est dans un seul et même ensemble, moi ce que je crois, l'autre doit le croire aussi. Ce que je ressens, l'autre doit le ressentir aussi. Par contre, si vous dites, bon, moi j'appartiens à un groupe X, où nos valeurs c'est ça, elle appartient à un groupe Y, je ne vais pas projeter mes valeurs sur l'autre groupe. Donc je vous dis, il me semble que moi, je pense que c'est... D'ailleurs, la grande question, c'est le 21e siècle. Ça a touché quelque chose de sensible en tout cas pour vous, parce que c'est important pour vous ça. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et justement, est-ce que c'est cette distinction moi, je base pas ma vie sur le fait qu'on soit pareil, mais sur le fait que dans un point de vue vibratoire plus haut, on ait cette alchimie similaire. Oui. D'accord, ça n'empêche pas les différences, ça n'enlève pas de l'hormone jusqu'à la façon de communiquer, jusqu'à la matrice, jusqu'au phallus, ça n'empêche pas. Mais à la fin, enfin, je veux dire, le fait de savoir que à la fin des fins, ça sera comme ça ne nous empêche pas de voir lucidement ce qu'il en est sur Terre. Oui, mais après, lucidement aussi, c'est rempli de mon point de vue, de croyances, de croyances qui ont été véhiculées par le comportement humain. Oui, mais comme je vous l'ai dit, les croyances, elles vont dans les deux sens. Il y a aussi les gens qui croient que c'est pareil, et qui veulent croire que c'est pareil. Non, je ne suis pas dans la croyance que c'est pareil. Non, mais je veux dire, non, justement, oui. Voilà. Mais je pense qu'on aurait à gagner à avoir cette alchimie commune aussi. C'est-à-dire tout ce qui se passe naturellement, sans la pensée, sans l'éducation, vous voyez, tout ce qui communique naturellement entre l'homme et la femme, comme entre vous et moi. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais quelle est la philosophie du couple, par exemple? Parce que le couple, c'est justement la cohabitation entre ces deux énergies, ces deux catégories. Il semble qu'on s'achemine actuellement vers une certaine prise de conscience selon laquelle la femme... alors je vais poser une question qui va paraître complètement idiote, mais que je vous la pose pas, mais je la pose. Est-ce que la conception classique du couple, elle est plutôt masculine ou plutôt féminine? Si on y réfléchit bien. C'est-à-dire la conception bourgeoise, voilà, on vit ensemble, on se voit tout le temps, etc. Bon, parce que c'est la question qui se pose. À chaque instant, il faut se demander, est-ce que ces valeurs-là, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi en tant qu'homme, ou est-ce qu'elles sont bonnes pour l'autre qui veut me les imposer, ou qui croit qu'elles sont bonnes pour moi, tout simplement, par extension. Et moi, par exemple, actuellement, je vis une relation de couple. On est arrivé à la conclusion, c'est une relation qui est un peu nouvelle de toute façon, que il n'était pas nécessaire de se voir très longtemps, mais il fallait se voir souvent et intensément. Et c'est plus facile pour certaines femmes de vivre ça. Et parfois elles repoussent l'idée du couple parce que justement elles ont peur que ça leur prenne trop de temps, qu'il y ait une trop grande la présence de l'homme soit trop pas pénible, mais qu'elle soit trop prenante. Et donc finalement l'homme doit être conscient qu'il peut être tout à fait présent dans l'instant. Il n'y a pas besoin d'être présent longtemps. Ça revient un peu à ce que vous disiez au début d'ailleurs, effectivement. Et vous ne le disiez pas en tant qu'homme, mais vous le disiez dans votre conception de la consultation. Mais en réalité, si on reprenait ce que vous disiez à un autre degré, on dirait oui, effectivement, ce que vous dites est très juste, mais c'est très juste du point de vue masculin. Parce que du point de vue féminin, l'idée de passer du temps avec l'autre, de le revoir, d'être longtemps avec lui, cette notion de durée, voilà, la durée, la valeur la valeur qu'on peut accorder, par exemple le fait de passer du temps avec quelqu'un, c'est considéré comme une bonne chose. Un homme va plutôt dire, c'est pas le temps que je vais passer avec toi qui va compter, c'est l'intensité de ce que je vais t'apporter à ce moment-là. Et après, j'ai pas besoin d'être là, ça va continuer. C'est déjà deux langages, deux messages bien différents. Et
même si on peut dire que sur un autre plan c'est autrement, je crois quand même qu'il faut déjà apprendre à vivre, à ne pas tomber dans un certain nombre de traquenards sur cette terre. Et donc, je crois que vous êtes tout à fait dans le vrai quand vous captez cette énergie comme ça qui est fulgurante, qui peut ne durer comme le rapport sexuel, qui peut n'être que de quelques minutes, bon, même quand ce soit bon, et, et qui peut avoir des effets considérables. Mais ces effets, il n'y a pas de, c'est pas de même que par exemple le travail d'un homme, la notion même de rapport au travail n'est pas forcément la même chez un homme et chez une femme. Un compositeur, par exemple, nous opposons qu'un compositeur et un pianiste, par exemple. Le compositeur, il peut composer une pièce en quelques minutes. Hein, et si quelqu'un veut reproduire cette pièce, il va lui falloir un temps fou. Il va falloir qu'il la note, qu'il l'apprenne, etc. Voyez-vous. Donc nous n'avons pas la même, nous ne sommes pas sur le même plan d'égalité dans le rapport avec le temps. Un homme peut faire beaucoup plus de choses, peut avoir une action beaucoup plus large sur le monde. Par exemple, pour prendre un exemple un peu fantaisiste, il peut faire 10 enfants, il peut déclencher la naissance de 10 enfants pendant qu'une femme ne peut en faire qu'un. Donc il peut engager des processus dans des tas de domaines parce qu'il est capable d'agir avec beaucoup d'intensité et ponctuellement, là où la femme ne pourra faire qu'une seule et même chose. Il aura une capacité de déplacement, d'intervention qui sera incommensurablement plus importante. Voilà, enfin, je vous dis ça comme ça amicalement, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Et il y a des choses qui ressortent, qui montrent bien qu'il y a une dimension masculine qui transparaît à travers votre discours, mais qui n'est pas détectée comme étant comme telle, quelque part. Et que vous mettez sur le compte. Et c'est normal, on a tous tendance dans notre monde actuellement à mettre sur le compte de ce que nous ressentons de plus beau, de plus valable, à dire mais ce serait bien que tout le monde soit comme ça, ou que tout le monde ait la même définition des choses. Bien, pour moi, c'est une grande illusion. C'est la Maya, comme diraient les hindous. Merci beaucoup, en tout cas, de cet entretien, Julien Valacou.